Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Bienvenue dans votre émission Face à Face, 45 minutes de décryptage concernant l'actualité qui prévaut ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, bien évidemment, les provinces du Nord et du Sud Kivu sous occupation depuis déjà près d'un mois par le M23 et l'AFC. Mais aujourd'hui, il y a les dialogues qui se profilent à l'horizon, si je peux le dire comme ça. Alors, comme je disais, bienvenue dans ces face-à-face que j'ai l'honneur de recevoir pour vous, fidèles téléspectateurs, Jojo Mayele, cadre du parti politique Congo Mon Héritage, qui est avec moi sur ces plateaux. Ensemble, nous allons pouvoir décrypter l'actualité. Je rappelle le sujet du jour, gouvernement Union nationale souhaitée par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour faire face à la guerre d'agression. Quel profil dans ces gouvernements? Et puis nous avons le dialogue direct entre Kinshasa et Kigali. Telle est la résolution après la réunion d'hier entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et João Lourenço en Angola. Un dialogue direct est prévu entre Kinshasa et M23 dans les tout prochains jours. Après, nous allons parler également de la reprise de la patrouille financière sous la demande du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a demandé à l'inspecteur général chef des services, Jules Alinguete, de reprendre la patrouille financière du côté du mandataire public, pourquoi pas des entreprises publiques de l'État. Alors, c'est parti pour ces 45 minutes de décryptage. Jojo Mayele, bonjour et bienvenue dans ces plateaux de face à face. Bonjour, Monsieur Vimy. En tout cas, je suis encore très heureux de vous revoir, de participer dans ce plateau pour parler de la République. Est-ce que c'est un devoir pour nous de parler de la République? Alors, je vous remercie pour votre invitation. Je profite pour présenter mon soutien à tous les habitants de l'Est du pays. Vous savez que nous sommes au mois de la femme. Je présente mon soutien effectif à toutes les femmes de l'Est du pays qui connaissent des atrocités énormes par les ennemis de la République. Donc, soutien à elles là où ils sont. Salutations aussi et puis mes encouragements à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi. Chez nous, à Congo Mon Héritage, nous l'appelons les premiers liquidateurs. Pourquoi pas à tous les militants et cadres de mon parti politique, les héritiers et les héritiers, et à mon président Yvon Mundadi qui nous suit à ce net moment. Je pense que, comme j'ai dit dans mon introduction, nous allons parler de la République. Nous allons aussi permettre à ceux qui sont à la maison de comprendre certains enjeux qui gravitent autour de la situation sociale et économique du pays. Pourquoi pas aussi donner certaines connaissances à certains étudiants qui nous suivent depuis la maison en tout cas. Voilà, très bien, Jojo Maïle. Déjà, nous entamons avec le premier sujet. On parle aujourd'hui du gouvernement d'union nationale. C'est le chef de l'État qui a émis le vœu de remanier son gouvernement, mais à faire appel notamment à d'autres parties prenantes de l'opposition, ou je vais le dire comme ça. D'abord, l'idée, comment avez-vous trouvé cette idée de passer à un gouvernement d'union nationale face à cette crise sécuritaire qui est toujours encore, qui préoccupe en fait l'opinion internationale qu'internationale? C'est une très très bonne idée, surtout venant du chef de l'État. Vous savez, lorsque vous lisez notre constitution, dans son article 68, on parle du chef de l'État, plutôt 69, excusez-moi, on parle du chef de l'État comme garant du bon fonctionnement des institutions. Mais sociologiquement, ici, il est père de la nation. Donc, c'est lui qui incarne cette direction sociétale. Donc, il arrive à des moments où, lorsqu'il y a ça ne va pas, le chef de l'État, comme père de la nation, sociologiquement, il en est de ses attributions de pouvoir amorcer certaines solutions qui peuvent tempérer les secousses au sein de la société. Actuellement, nous avons une crise qui est dictée par l'extérieur du pays. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait fédérer autour de soi à tous les enfants, que ce soit des enfants mal à la tête, que ce soit des enfants têtus. Question de pouvoir d'abord bouter l'ennemi à l'extérieur
Alors, il faudrait faire usage de l'expertise de tout le monde. Parfois, il y a ceux-là qui sont têtus, qui ont aussi une certaine intelligence à faire valoir. Alors, le Ok. chef de l'État, comme garant des bons fonctionnements des institutions, tend la main à tous ces enfants-là. Quand je parle de ces enfants, il y a certaines personnes, c'est une image illustrative pour montrer à certaines personnes qui n'aiment pas le chef de l'État, certaines personnes qui s'en prennent au chef de l'État parce que euh, la grande question ici, il faudrait savoir que le Congo, c'est notre héritage à tous. Le Congo n'appartient pas à Tshisekedi. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est représentant. Alors, Tshisekedi partira, mais le Congo restera. Donc, il faudrait que nous ayons cette vision-là du Congo. Alors, Tshisekedi, comme père de la nation, je l'ai dit tantôt, il veut fédérer avec tout le monde pour que chacun de nous puisse apporter sa pierre à l'édifice. Alors, vous savez que nous sommes dans un régime démocratique. Souvent, il y a des principes qui forment ces régimes. Lorsqu'on gagne les élections, il y a une certaine majorité qui est dégagée et le gouvernement est formé à partir de cette majorité. C'est les effets de cette majorité. Alors, le président de la République va un peu élargir les normes démocratiques. Question de pouvoir intégrer tout le monde dans cette Mais il y a aussi une question qui se pose par rapport à mettre en place des normes démocratiques. La guerre d'agression ne date pas d'aujourd'hui. Si vous suivez, Bunagana a été sous l'emprise du 1-23 depuis longtemps. Pourquoi attendre que les villes de Goma et de Bukavu soient sous occupation de 1-23 pour passer à un gouvernement d'union nationale? Pourtant, on devrait le faire depuis que le Le chef gouvernement de Bunagana l'État, était c'est prêt. un fédérateur, monsieur Levy. Vous saviez, le premier gouvernement de son premier mandat, le gouvernement séminois, c'est un gouvernement fédérateur. Parce qu'un Constant Mutamba qui était candidat président de la République, de l'opposition républicaine, se retrouve dans ce gouvernement. C'est juste qu'on veut encore intensifier Qu'on qualifie d'ailleurs d'hybride au niveau de l'opposition parce qu'on dit qu'il n'a jamais été ça vrai dépend, opposant. ça dépend, ça dépend. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique. Permettez-moi l'expression que on admet l'opinion de tout le monde, hein. Chaque personne admet son opinion au regard de ce qu'il voit et de ce qu'il pense. On n'interdira pas à M. Mayele ou à M. Vini d'admettre ses opinions ou son opinion, ça dépend. Alors, je pense que M. Tshisekedi, comme je l'ai dit, il a toujours une vision fédératrice. Si vous regardez même la plateforme qui a mené le chef de l'État à la victoire électorale de l'Union sacrée en soi, c'est une vision fédératrice du chef de l'État. Alors, du moment où nous sommes dans une période aussi très extrême comme ça, dans une période où la pente est glissante, où notre terre est menacée, ce n'est que normal qu'on puisse encore asseoir, qu'on puisse encore mettre de la pression sur cet aspect fédératrice. Parce que le chef de l'État, comme j'ai dit, ce n'est pas un nouveau fédérateur. C'est quelqu'un qui fédère depuis son accession dans la magistrature suprême. Donc, je pense que ici, c'est que du fait qu'il y a encore une pression extrême au regard de la notion foncière, au regard de notre terre qui est menacée, il faudrait une nouvelle formule encore pour éradiquer. Parce que les gouvernements, je vais terminer par là, les gouvernements de l'Union nationale, c'est une portion des réponses au regard de mal qui est en train de nous menacer. Ces mal-là, c'est quoi? C'est la crise. Donc, on peut dire aujourd'hui que le gouvernement souminois a démérité. Non, je ne dirais pas que c'est démérité. Je parlais d'une réponse. C'est un échec, si on peut le Non, dire, je ne parlerai pas d'un face à échec. cette guerre Non, d'agression. je ne parlerai pas d'un échec. Euh, il y a certaines faiblesses qu'on peut admettre au gouvernement souminois, mais ici, je ne veux pas rapidement donner la réponse que le gouvernement souminois a échoué parce que, Mais Jojo Maël, non, face à cette guerre d'agression, le gouvernement souminois a été fort sur quel plan? bon, De manière, je pense sur le que plan de... si je dois juger, vous savez, numériquement, des gens ne peuvent pas juger parce que le gouvernement souminois, je pense que à peine une année, non, même pas une année, même pas une année. Mais numériquement, cette guerre a pris plus de 30 ans, excusez-moi, dans les différents formats. AFDEL, RCD, CNDP et M23. Ça, c'est les formats présentés. Mais si je me renferme encore au regard du processus de Nairobi, le processus de Nairobi a recensé plus de 200 groupes locaux qui exercent la tyrannie à l'est du pays. Le processus de Nairobi a recensé plus de 14 groupes qui exercent la tyrannie à l'est du pays. Ces 14 groupes ont une origine étrangère.
Donc, ça fait 214. Plus le M23, si je dois, c'est 215. Donc, vous allez comprendre que si je suis en train de répertorier tout ça, tous ces éléments, c'est pour vous donner, en fait, la gravité de la chose. Parce que le combat de Tshisekedi, ce n'est pas seulement éradiquer le M23. Il faudrait que nous arrivions à comprendre la quintessence du combat du président Tshisekedi. Le combat de M. Tshisekedi, c'est installer une paix et une paix durable à l'est du pays. Installer une paix durable passe par l'éradication du M23 et de tous les groupes rebelles. Donc ici, juger les répondants du gouvernement souminois au regard de l'affaire M23, je pense que ça serait aller vite en besogne. Ça serait aller vite en besogne parce que le gouvernement souminois, numériquement, comme je dis, n'a même pas encore fait une année. Et la question du M23, c'est une question où la question, je prends dans la globalité, la question de l'insécurité de l'Est, c'est une question qui est bipolaire. Ça a des origines internes, ça a des origines externes. Alors, pour commencer à résoudre ça, il ne faudrait pas prendre une année, 2 ans. Il faudrait prendre du temps. Là, je le dis clairement à nos frères qui nous suivent derrière les caméras. Il faudrait prendre du temps. Pourquoi? Dans l'entretemps, deux provinces stratégiques sous occupation du M23. Non, ce sont des villes, ce ne sont pas des provinces. Des villes stratégiques, si on peut le dire. Oui, nous acceptons, c'est une réalité, mais ce n'est pas une réalité qui est fatale. C'est une réalité qui est temporaire. Parce que le gouvernement congolais est en train de travailler pour récupérer. Vous avez vu la riposte qui a été méthodologique. Aujourd'hui, le Rwanda est touché dans son économie. Vous parlez du front diplomatique. Exactement. Vous saluez quand même ces fronts diplomatiques déployés par la ministre sous l'égide du président de la République, la ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. J'allais même oublier les noms. Et aujourd'hui, pensez-vous que ces fronts diplomatiques a apporté quelque chose sur terrain? Mais oui, je pense que ça a apporté quelque chose. Parce que vous saviez, je l'ai dit ici, que l'insécurité de l'Est a une orientation bipolaire. Elle est interne comme elle est externe. Vous saviez, l'externe, c'est le Rwanda, qui est les génitaires avec quelques bouts de la communauté internationale. Quand on essaie de toucher le Rwanda, on essaie de déstabiliser les génitaires, automatiquement, ces subalternes auront de quoi se poser des questions. Nanga, certes, qui ne montre pas cette approche défaitiste, mais il sait dans son fort intérieur qu'il y a de la perte dans leur côté. Donc, aujourd'hui, le bras diplomatique utilisé par la République démocratique du Congo est en train de déplier le Rwanda. Déjà, il y a les prémices d'un accord entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Nous allons également parler de cet accord-là. En fait, c'est les retombées de ces bras diplomatiques qui a été mené méthodologiquement par la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de voir bientôt la coupure de plusieurs alliances et de plusieurs partenariats. Par exemple, vous prenez les clubs de football Paris Saint-Germain, Arsenal, qui sont en voie de rompre leur partenariat avec Visite Rwanda. Visite Rwanda. Vous savez, économiquement, si ça fait entrer combien? L'Union européenne qui envoie aussi des ruptures de son partenariat avec le Rwanda. C'est aujourd'hui la Belgique qui mène la revendication de la République démocratique du Congo. La Belgique qui a été froide depuis longtemps contre l'agression rwandaise. Donc, vous voyez, dans tout le forum international, là où se décide le sort du monde, il y a un narratif que la République démocratique du Congo a réussi à imposer. Le narratif que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Déjà, la résolution 2773 qui a été adoptée le 21 février dit que le Rwanda doit mettre ses troupes à l'extérieur du territoire congolais, que les M23 doivent retirer ses troupes à l'extérieur. Donc, j'ai déjà aujourd'hui un plan de vue narratif. Quand on essaye ou on arrive à faire rouler à la communauté internationale que c'est le Rwanda, on pointe du droit le Rwanda. Les sanctions contre les personnalités rwandaises, James Kabarebe, est sanctionné par les États-Unis d'Amérique et consorts. Déjà, c'est une approche très positive de cette diplomatie. Il ne faudrait pas oublier historiquement que Mosé Laurent Désiré Kabila, qui est le géniteur de cette insécurité par les dieux du Rwanda, avait la difficulté de faire avaler à la communauté internationale
que c'est le Rwanda qui agresserait, d'où l'échec de plusieurs sommets, comme le sommet de Lusaka. Donc, pour moi, j'ai applaudi le travail qui est fait, le travail des titans. Est-ce qu'il peut y avoir une hypocrisie au niveau de l'externe, au niveau Oui, externe? l'hypocrisie est existentielle. L'hypocrisie existe depuis la nuit des temps. Vous voyez la configuration de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut remonter très très loin. 1885, lorsque le Congo, les colons ont décidé de partager l'Afrique, tout a commencé par là, jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, la communauté internationale a compris que, certes que je suis hypocrite, certes que je devrais, si je dois le dire ainsi, prendre la part du petit Rwanda, mais aujourd'hui, avec un monsieur Tshisekedi qui est à la tête du pays, il est en train de faire valoir les atouts de la République démocratique du Congo. Si vous voulez nominer, venez à la grande porte. Mais je pense que cette hypocrisie est en train d'être lavée. L'hypocrisie a existé depuis la nuit des temps. Voilà, je rappelle, fidèles téléspectateurs, que nous avons reçu dans ces face-à-face Jojo Mayele, qui est communicateur ou au cadre du parti politique Congo. Si vous voulez, secrétaire général du parti Congo Mon Héritage. Secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Alors, nous allons parler du profil de ces gouvernements d'union nationale dont l'annonce est imminente, la sortie est imminente. Quel profil faut-il s'attendre à ces gouvernements, bien évidemment, face aux enjeux? On parle évidemment de la guerre d'agression, l'occupation rwandaise dans des villes stratégiques, Bukavu et Goma. Selon vous, en tant qu'analyste politique, quel profil faudrait que le Congolais puisse attendre dans ces gouvernements d'union nationale? Waouh! Je pense qu'il faudrait sortir des principes établis. Les principes établis démocratiquement lorsqu'on veut former un gouvernement, parce que vous saviez, dans chaque démocratie, surtout les représentatifs, il y a toujours des principes établis pour formuler le gouvernement. Par exemple, la nôtre, dans une démocratie, nous sommes dans une démocratie représentative, mais semi-présidentielle, on forme le gouvernement à partir de ceux qui ont la majorité au sein du Parlement. Ce sont les principes établis par rapport au régime semi-présidentiel. Alors, dans ces principes, on fait recours aux machines politiques. Les machines politiques qui sont les principaux canaux par lesquels on produit les acteurs politiques. Je parle de regroupements politiques, des partis politiques et des mouvements, si vous voulez. Alors, actuellement, on doit outrepasser d'abord ces principes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un cas de figure qui est spécifique. C'est que la nation est menacée. L'urgence s'impose. Oui, l'urgence s'impose. Il faudrait faire sortir un format par lequel on va mettre la majorité des Congolais à l'aise. Pourquoi je parle de la majorité? Parce que il y a certains Congolais, même si on forme le gouvernement de l'Union nationale, ils ne seront pas satisfaits. Donc je pense ici, le président de la République a confié une mission de consultation à son conseil spécial en charge de la sécurité, M. Béran, qui venait à peine d'être nommé. Je pense que M. Béran est en train de faire ce travail, en train de sillonner les différents groupes politiques, en train de sillonner les différentes structures politiques pour un peu voir comment on peut faire les choses. Mais ici, j'aimerais remettre un peu le sort ou le monopole au chef de l'État. Dans ce format qui est spécifique au regard des situations sécuritaires, il faut que le chef de l'État fasse un mélange. Un mélange dans un mélange entre... C'est-à-dire qu'il y ait d'autres membres de l'opposition qui vont faire partie de ces gouvernements. Je parle pas d'abord dans les tendances politiques que nous défendons, non. Un mélange au regard de la crème intellectuelle. Comment je dirais, pourquoi je dis ça? Il doit y avoir une portion de jeunes, une portion des vieux. Ces mélanges-là va donner un gouvernement de symbiose. Ok. Il faudrait qu'il y ait une forte représentation de la jeunesse. Une forte représentation de la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous avions, depuis l'arrivée de M. Tshisekedi, nous avions un problème, pas un problème, je ne veux pas dire un problème, mais nous avions connu une certaine ambiguïté des classes sociales. Il y a les Mobutistes,
il y a des kabylistes, il y a des tshisekédistes, il y a des fascistes. Alors, actuellement, comme nous sommes dans cette ambiguïté-là, il faudrait essayer de concilier, parce que nous sommes dans la dynamique du gouvernement de l'Union nationale. Il faudrait essayer de concilier toutes ces intelligences. Et lorsqu'on va concilier toutes ces intelligences, alors il faut réformer maintenant le paradigme. Le paradigme en disant à toutes ces personnes que nous sommes ici au-delà de couleurs idéologiques. Nous sommes ici au nom de la nation. Alors, ce paradigme doit être un paradigme endoctriné pour permettre à ce que toute personne qui va œuvrer au sein de ce gouvernement-là œuvre pour la défense des intérêts du peuple. Qu'on ne s'attarde pas dans cette histoire des quotas politiques et tout ce qui va avec. On ne s'attarde pas sur ça. Parce que si on s'attardait sur ça, on serait dans, je dirais, dans un statisme. On va être figé autour de certaines figures. Vous saviez, il y a le cerveau arrive à un moment, lorsqu'il doit réfléchir, il a se servir, le cerveau aussi bloque. Alors, il faut partir dans la dynamique de la rotation de la crème intellectuelle. À moins qu'il y ait peut-être à la fin qu'on accepte, mais déjà, lorsqu'on parle d'un gouvernement d'union nationale, Oui. on voit du côté de l'opposition la Mouka qui n'est pas partant face à ces gouvernements d'union nationale. Est-ce que ces refus vont apporter un déséquilibre au niveau de ces gouvernements? Parce qu'il n'y aura pas une forte représentation de l'opposition politique, de l'opposition congolaise dans ces gouvernements. Est-ce qu'il y aurait un déséquilibre face à ça? Merci, mon frère. Déjà, la Mouka, je vais être figuré avec la Mouka. La Mouka, il y a deux la Mouka. Il y a la Mouka El Mouzitou et la Mouka El Faye. Non, mais Mouzitou ne fait plus partie de la Mouka. Si. Mouzitou, c'est nouvel Non. La Mouka. La plateforme. Il y a deux plateformes, la Mouka. Il y a la Mouka El Mouzitou et la Mouka El Faye. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que l'opposition se définit intra comme extra. Il y a une opposition intra-parlementaire, il y a une opposition extra-parlementaire. Alors, la représentation qui serait minime au conditionnel, je mets, c'est défini par rapport à l'opposition intra- ou extra-parlementaire. Parce que lorsque nous parlons de l'opposition ici, nous globalisons. On va prendre une portion de l'opposition intra-parlementaire, une frange de l'opposition extra-parlementaire. Monsieur Fayoulou n'a pas le monopole de l'opposition. Déjà, si je dois définir Fayoulou, il est opposition extra-parlementaire. C'est pas une opposition qui est au sein du Parlement. Alors, de l'opposition infra-parlementaire, nous allons voir ceux-là qui vont être disponibles. Parce que maintenant, c'est un appel patriotique. C'est pas Tshisekedi qui appelle, c'est la nation qui vous appelle. La nation vous appelle à la défendre. Alors, lorsque la nation vous appelle à la défendre, lorsque vous êtes sélectionné pour défendre la nation, automatiquement, vous savez, aujourd'hui, c'est la fibre patriotique qui doit être suscitée en nous. Lorsque la fibre patriotique se suscite en nous, automatiquement, on part servir la nation. C'est comme aujourd'hui, les dévolués jetés sur M. Vini. Automatiquement, vous devriez servir la nation. Si vous avez la fibre patriotique congolaise, automatiquement, vous devriez. Mais toute personne qui a un refus de servir la nation à cet appel patriotique, il faudrait déjà commencer à bien vérifier s'il est de nationalité congolaise. Ok. Il faudrait bien vérifier parce que je trouve que ça aberrant que ta nation t'appelle à la servir, mais tu recules. Je trouve ça aberrant parce que nous sommes politiques. Dans l'idée primaire, le politique est un serviteur. Il va pour servir la nation. La nation est composée de son peuple. Et nous qui sommes appelés, nous sommes cette classe-là, mise à part, pas mise à part pour les prestiges, mais mise à part, entre guillemets, pour un peu souffrir pour les autres. C'est ça le politique. Mais lorsque la nation vous appelle, vous faites des caprices comme une femme enceinte. Mais pour moi, je trouve que c'est aberrant. Je remets votre nationalité en doute, monsieur. Parce que si vous êtes né sur le sol congolais. On parle du non-respect des accords de la part du pouvoir en place. Quel accord?
Je cite nommément Allez-y. le PPRD qui est d'ailleurs non partant depuis longtemps. Ils n'ont pas participé aux élections de 2023. Et aujourd'hui, ils n'ont pas, ils voulaient serrer la main à Tshisekedi pour parler du gouvernement de l'Union nationale parce que ils évoquent un non-respect des accords. Vous savez, tout ce que nous subissons aujourd'hui en partie, c'est le PPRD. Tout ce que nous subissons aujourd'hui en partie, c'est le PPRD. Le PPRD est incarné par Joseph Kabila. Posez-vous la question, pourquoi Kabila ne veut pas atterrir ici au Congo? Kabila va restructurer l'appareil. Atterrir, vous voulez dire Venir au par là? Congo, venir ici. Parce que ça boule à l'est du pays. Et tant qu'un leader politique est responsable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver ici, venir ici au Congo. Kabila va restructurer son appareil. Mais quand ça brûlait en 2013, Étienne Tshisekedi n'était pas au Congo, il était en Belgique et après il est... S'il était en Belgique, c'est sur base de son état de santé. L'IDPS a toujours œuvré ici. Toutes les revendications, ça a été ici. Et vous voulez dire quoi par là? Comprenez vous-même. Je vous dis, je ne donne pas de crédit au PPRD. Le PPRD a géré ce pays pendant 18 ans. Si je mets 5 ans de musée Laurent Désiré Kabila, ça vous donne ce que ça vous donne. Mais si nos mamans sont décapitées aujourd'hui, si nos parents sont pris comme des esclaves aujourd'hui, en partie, c'est le régime du PPRD. Et de l'autre partie, le PPRD a mis fin au M23 en 2013. Non, le PPRD n'a jamais mis fin au M23. Il n'y avait plus la guerre en 2013. Non, le PPRD n'a jamais mis fin au M23. Je vais vous donner quelques éléments de langage. Aujourd'hui, si on cherche un nécromancien, moi je suis chrétien, hein, mais je vais vous dire, si vous cherchez un nécromancien aujourd'hui, les nécromanciens, c'est ceux-là qui invoquent les esprits des morts. Ils vont invoquer l'esprit de Mamadou Ndala. Mamadou Ndala doit raconter aux Congolais comment est-ce que le M23 était déchu. Mamadou Ndala va vaincre le M23 à l'encontre des ordres de Kinshasa. C'est pourquoi même il serait tué. Si Mamadou Ndala aujourd'hui avait donné la victoire à la République démocratique du Congo face au M23, c'est parce que Mamadou Ndala avait refusé de recevoir les injonctions de Kinshasa lorsqu'il était au front. De deux, il y a eu coup de fil entre Kinshasa et M23 et le M23. C'est pourquoi le M23 s'était retiré. Les M23 n'avaient pas déposé les armes, mais les M23 s'étaient abrités dans des forêts. C'est une sorte de cantonnement. Mais posez-vous la question. Lorsque les M23 partaient se cantonner, est-ce que la République démocratique du Congo avait retrouvé sa paix à l'est du pays? Est-ce qu'il y avait eu fin des tueries de nos mères, de nos sœurs? Est-ce que l'est du pays était assaini sécuritairement? Non. Parce que je vous ai dit tantôt dans mon allocution précédemment que dans le processus de Nairobi, on a recensé plus de 200 groupes rebelles locaux qui opèrent en République démocratique du Congo. Si je dois poser la question, les 200 groupes rebelles sont nés sous les règnes de Tshisekedi ou sous les règnes de Kabila? 200 groupes. C'est en 2022, le processus de Nairobi. Tshisekedi a atterri au pouvoir en 2019. Donc, vous me direz que de 2019 à 2022, il y a eu éclosion de 200 groupes, ou accroissement de 200 groupes. Tshisekedi arrive au pouvoir. Quel est cet accord que Tshisekedi signe avec un groupe rebelle? Dites-le moi, qui donne le monopole ou les privilèges à un groupe rebelle de proposer un modèle de découpage territorial, comme l'a fait Joseph Kabila en 2009 au sein des faits, de proposer un modèle, des orientations systématiques pour revoir pour la restructuration de l'armée et des services de sécurité, comme l'a fait Kabila en 2009. Dites-le moi, quel est cet accord que Tshisekedi a signé? Jusqu'à là, on a toujours eu à crier. Le PPRD a toujours eu à crier. Mais nous avions des éléments. Donc aujourd'hui, sans la MOUCA, sans le PPRD, cela ne sera pas un déséquilibre pour le gouvernement national. N'a aucune leçon. N'a aucune leçon à donner. Et puis commencez à regarder. La plupart de ceux qui vont rejoindre NAM proviennent de nous. La plupart de ceux qui partent rejoindre NAM proviennent de nous.
Il provient. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont des éléments palpants. Donc aujourd'hui, le PPRD, je pense que j'ai suivi une vidéo très visible. J'ai suivi une vidéo lorsqu'ils étaient convoqués à l'auditoire militaire avec quelques militants là. Quelques militants, le PPRD dit que on s'est mobilisé, nous avions le monopole de la rue. Avec quelques militants que vous avez ramassés par-ci par-là. Non. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui doivent avoir honte, ce sont les militants et cadres du PPRD. Moi, je suis étudiant à l'université de Kinshasa. Mais les étudiants, déjà les sites universitaires, les militaires ne peuvent pas prendre accès. Et les policiers. Mais nous avons eu des étudiants, Père Alerzab, Hyacinthe et Rodrigue, qui ont été tués sous le sol de l'université de Kinshasa. À bout portant. Ça, c'est sous Kabila. Je sais qu'il arrive au pouvoir. Dites-moi. Je salue d'ailleurs ceux qui sont dans la colline inspirée. Les forces communes, c'est sous les règnes d'Eki. C'est sous les règnes du PPRD, les forces communes. Combien de forces communes ont été découvertes sous les règnes de Tshisekedi? Combien? D'ailleurs, on va atterrir avec la question de l'hygiène. Je vais parler en langage. Justement, mais en parlant justement de Corneille Nangaa, aujourd'hui, vous êtes très bien informé après la rencontre tête-à-tête d'hier entre Félix Tshisekedi et Joao Lourenço en Angola. Il s'est fait qu'il y aura un dialogue direct avec le 1-23, mais récemment, les chefs de l'État avaient catégoriquement refusé de négocier avec ces groupes rebelles qualifiés des pantins. Quand vous avez suivi cette réaction de la présidence angolaise, vous vous êtes dit quoi, Jojo Maele? Je pense depuis la matinale, j'ai commencé à essayer d'éclairer sur cette question. Au fait, il y a une déformation grave du vouloir du chef de l'État. Il y a deux choses. L'Angola comme pays médiateur, par le canal de son président Lorenzo, voudriez, c'est une demande, c'est une supposition, c'est une proposition. Vous devriez établir des contacts avec le M23. Partons un peu séquentiellement. On va aller aussi dans l'analyse des phrases, c'est très important. Lorsque je dis « je veux », pourriez-vous, c'est une formule de demande que je soumets à votre personne. Moi, je suis le demandeur, vous êtes le receveur. Et dans cette formule, je vous demande, moi, demandeur, je vous soumets la proposition. J'attends les retours venant de vous, receveur. Et le receveur donnera son retour au regard des éléments qu'il a sur la table et au regard de la proposition émise en son égard. Je pense que nous sommes en train de nous entendre à ces niveaux. L'Angola, comme pays médiateur, est en train de militer pour que la paix retourne en République démocratique du Congo. L'Angola formule une proposition à la République démocratique du Congo. Il dit que dans les prochains jours, je pourrai initier les contacts avec le M23. OK. Les contacts vont être initiés. Très bien. Mais nous savons qu'il y a un cadre approprié. Le cadre approprié pour les contacts, c'est le cadre de pourparlers de Nairobi. Le pourparler de Nairobi reflète les cadres structurels pour les cas du groupe comme les M23. Je vais aller encore plus loin pour... Mais la présidence angolaise a parlé de la capitale angolaise comme étant le cadre approprié pour arriver à ces dialogues. Écoutez, l'Angola va entamer des contacts. C'est l'Angola qui entame les contacts. C'est pas la République démocratique. L'Angola entame les contacts pour canaliser le M23. Parce que le gouvernement de la République démocratique a répondu par les biais, je ne dirais même pas le gouvernement, parce que le gouvernement c'est notre institution, la présidence de la République a répondu par les biais du porte-parole, qui dit que
Nous prenons acte de votre demande. Donc, nous observons votre demande. Nous sommes en train d'étudier votre demande. Mais nous voulions que cela se fasse comme le veut la résolution 2773 de l'ONU. Qu'est dit cette résolution? 1. Les M23 et l'armée rwandaise doivent quitter le sol congolais. 2. Les conflits doivent être réglés d'une manière diplomatique. Cette manière diplomatique, il y a deux branches. Le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Alors, comme le chef de l'État angolais voudriez simplifier la démarche, lui-même comme médiateur, entre en contact avec les M23 pour les canaliser vers le processus de Nairobi. Si le chef de l'État angolais entre en contact avec les M23, cela ne présuppose pas qu'il y aura un tête-à-tête M23, gouvernement congolais. Non. C'est une manière d'être plus coopératif, de les orienter, excusez-moi, vers le processus de Nairobi. Parce que le processus de Nairobi est un processus approprié et structurellement bien cadré. Pensez-vous que cela va aboutir à quelque chose, que le 1-23 vont accepter facilement cette proposition de la présidence angolaise en tant que médiateur? Je pense que aujourd'hui, dans un œil plus politologique, l'M23 est une machine téléguidée. L'M23 n'a pas de volonté. À vrai dire, l'M23 n'a pas de revendications. Qu'est-ce qu'a dit Félix Tshisekedi? Il a dit que j'aimerais discuter directement avec la machine qui téléguide. La machine qui téléguide. Mais aujourd'hui, en croire cette correspondance de la présidence angolaise, on sent qu'il y aura un contact direct avec le M23 et l'AFC. Un contact direct, les prêtres l'ont fait. Non? Et cela signifierait que le gouvernement congolais, il y a un synonyme entre la démarche des prêtres et la démarche gouvernementale congolaise. Les prêtres l'ont fait. Ça me laisse qui? C'est le temps. Le gouvernement congolais peut le faire. Le gouvernement congolais peut le faire pour comprendre la motivation ou les motivations. Mais ici, il faut comprendre une chose, M. Vini. L'M23, comme je dis tantôt, n'a pas de volonté. L'M23, c'est une tactique mise en place par le bourreau de la République démocratique du Congo depuis 1994 pour piller illicitement les minéraux de la République démocratique du Congo. Qui sont ces bourreaux? Le Rwanda et une portion de la communauté internationale. C'est ça le M23. Lisez l'histoire de la République démocratique du Congo. On vient avec l'AFDEL. Ils viennent plutôt avec l'AFDEL. Soi-disant, on doit libérer les Congos. Après l'AFDEL, c'est le RCD. Soi-disant, ils ne sont pas satisfaits de la gouvernance de Mouzé Rwandais et Kabila. Après l'RCD, c'est le CNDP. Après le CNDP, c'est l'M23. Donc, c'est une manière de maquiller les vols. C'est une manière de maquiller les pillages illégaux. C'est pourquoi on doit toujours créer un alibi. Le M23, c'est un alibi du Rwandais et de la communauté internationale. Le Rwanda n'a pas à vendre des minéraux à l'Union européenne. Dites-moi, quelle est cette partie du Rwanda qui produit les coltans? Il n'y a pas. Donc, on doit chercher un alibi. On parlait justement de l'hypocrisie. Comment vous allez acheter quelque chose dont vous-même vous êtes conscient que... C'est pourquoi j'ai dit, Tshisekedi pense à il y a une hypocrisie. Oui, par la diplomatie. C'est pourquoi j'ai applaudi le président Tshisekedi. Par sa diplomatie, il a pu faire gober d'abord à l'international. Et puis il a pu faire dénuder. Tshisekedi a dénudé le Rwanda, a dénudé les comportements de l'Union européenne et puis les comportements des... Mais dénicher au moins cet amalgame, je ne vais pas négocier avec le 1-23, je vais négocier avec le Rwanda. Mais aujourd'hui, selon je reviens toujours avec cette annonce de la présidence angolaise qu'il faut négocier avec le 1-23. Parce que ce sont eux qui occupent désormais je vous dis, les villes de Bukavu. Qu'est-ce qu'il faut retenir face à cette annonce de la correspondance de la présidence angolaise? Ce qu'il faut retenir, c'est que la présidence angolaise veut plus élastifier sa volonté. Les Angolais
le président angolais a cette volonté-là. Voilà au moins quelqu'un qui est sincère. Il a cette volonté qui est la paix dans les régions des Grands Lacs. Parce qu'ils savent que la paix en RDC, c'est un instrument très bénéfique pour la région du Grand Lac. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il veut plus comprendre le contour de la question sécuritaire. C'est pourquoi il veut étendre son contact avec le M23 et les AFC. Mais je vous dis, je reviens pour vous dire dans mon argumentaire, le grand problème ne se trouve pas au niveau de l'AFC et M23. Parce que si vous demandez à Nanga, vous revendiquez quoi? Posez la question à Nanga et vous revendiquez quoi? Entre guillemets, je ne sais pas ce qu'il dira. Le Congo est un pays démocratique. On n'a jamais interdit à quelqu'un de revendiquer avec les canaux démocratiques. Si vous voulez au pluriel, les canaux démocratiques. Notre constitution a mis en place les canaux démocratiques par lesquels, lorsqu'on se sent lésé démocratiquement, on doit revendiquer. D'ailleurs, la présidence de la République est là. Si vous voulez écrire plusieurs correspondances, vous pouvez l'écrire. Mais négocier avec les groupes rebelles, cela ne date pas d'aujourd'hui. Joseph Kabila l'a fait avec... Joseph Kabila l'a fait avec... les CNDP, il l'a fait avec les RCDI, il l'a fait avec l'EMLC. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir dans ces formats-là pour trouver la solution pour toutes? Le format, c'est pourquoi je vous ai dit, le format est un mauvais format. Parce que je parle du M23 comme une tactique. Le M23, si on parle en zoologie, lorsque nous étions encore plus bas, nous étudions, il y a ce qu'on appelle la métamorphose. L'état où la chenille... La chenille, oui, je comprends le schéma dont vous parlez toujours de cette chenille-là. Mais le format a été salvateur avec Joseph Kabila, pourquoi pas avec Félix Tshisekedi? C'est un format temporaire. Vous dites si le format a été salvateur. Oui, mais il y a Jean-Pierre Bemba, l'EMLC qui a travaillé avec Joseph Kabila, ils ont négocié. Non, travailler, je ne refuse pas. Le problème, c'est pas travailler. Le problème, c'est pas l'insertion de ces personnes-là dans les groupes armés. Le problème, c'est la paix. Vous m'aviez dit, si c'est pas moi qui l'ai dit, c'est plus de 30 ans qu'il y a des violences à l'est du pays. Ok. Alors, où passent tous ces accords? C'est ça la question qu'il faut poser. Est-ce qu'il n'y a même pas un semblant de paix? Il n'y a pas. Donc, tous ces accords-là ont montré leurs limites. Il faut apporter un nouveau format. Et selon vous, c'est quoi ce nouveau format? Le nouveau format, c'est l'approche utilisée par M. Tshisekedi. Tshisekedi a dénudé le Rwanda en montrant que le Rwanda utilise des groupes armés. Une approche qui démontre quelques faiblesses aussi. Non, c'est par exemple? Aujourd'hui, la ville de Goma sous emprise. Aujourd'hui, la ville de Bukavu. Au fait, Uvira est menacée. Cette approche diplomatique a, certes que, bon, vous allez appeler certes, ça... n'a pas produit des résultats de manière immédiate. Vous allez appeler ça faiblesse, mais c'est une manière aussi de montrer les mots au pluriel qui gangrenaient notre armée. Parce que la prise de Goma et de Bukavu ressort de la trahison et de la traîtrise. Vous serez vrai avec moi. Parce que si nous avions une armée républicaine, une armée homogène, on allait se battre pour la terre, pour la République. Mais du fait que Joseph Kabila nous a laissé insertion, brassage et mixage avec une armée homogène, nous avions tous ces réponses tombées. Au nom de quoi? Quelqu'un qui est... avec la question, okay. Au nom de quoi quelqu'un qui n'a jamais fait une formation militaire, mais parce qu'il provient d'un groupe rebelle, devient général, devient colonel. Quelqu'un qui n'a jamais connu une formation militaire. Vous pensez que cette personne-là va servir au nom de la nation? Non. C'est ce que nous avions connu. Donc... Avec Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, c'est un politique, c'est pas un militaire. À l'époque, militaire, mais... Aujourd'hui, il est politique. Je parle de ceux qui sont issus du RCD. Okay. Je parle de ceux qui sont issus du CNDP. Le brassage et mixage. L'insertion. Ceux qui sont même issus du M23. L'annonce de la présidence angolaise, selon vous, va aboutir ou bien cela ne va pas aboutir à quelque chose? Bon, je ne suis pas très pessimiste. Je ne suis pas aussi trop optimiste.
Mais ça donnera une autre branche, d'autres éléments au président Lorenzo de comprendre les modus operandi du Rwanda. C'est ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup Jojo Mayeli. Nous allons chuter avec une dernière question concernant la patrouille financière sous la demande, bien évidemment, du chef de l'État, garant de la nation. L'IGF doit passer à la patrouille financière durant cette période de crise sécuritaire. Est-ce que cela est une bonne idée de la part du chef de l'État? Oui, c'est une très bonne idée. Déjà, j'ai apprécié le chef de l'État de son... J'aime bien employer ce concept, son atterrissage. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il cherche les priorités. Les priorités, c'est bomber les finances de l'État. Alors, il va aller chercher, il va aller dénicher une pièce rare qu'ils appellent, j'aime beaucoup sa manière de faire les choses, Gilles Aligné. Il va donner le sort des finances de notre État à Gilles Aligné. Gilles Aligné, il va commencer un travail des titans. Et vous serez d'accord avec moi, le travail abattu par Gilles Aligné a fait que notre budget gonfle, a fait que l'assiette fiscale soit élargie, a fait que les recettes de certaines entreprises publiques puissent être gonflées, a fait que les finances de l'État soient canalisées et que certaines personnes qui agissaient péjorativement sous les règnes de Kabila soient arrêtées. Alors, dans la tête de certaines autorités, il s'est dit que lorsqu'ils viennent au pouvoir, ou lorsqu'ils gèrent la chose publique, ils ont une parcelle de pouvoir, il faudrait que l'argent de l'État soit comme leur poche. Il faudrait que les finances de l'État soient dépensées abusivement. Alors, le président Tshisekedi, c'est qu'il fait face à certaines personnes qui sont pourries dans leur tête. Les immoraux. Moi, je les appelle les cannibales financiers. Ces cannibales-là. Alors, le chef de l'État va relâcher son chien méchant, Gilles Aligné. Surtout en cette période de crise sécuritaire. C'est au fait, c'est un travail la patrouille financière, c'est un travail qui se faisait déjà avec Gilles Aligné. Mais le chef de l'État donne encore des injonctions pour que Gilles Aligné puisse encore doubler la vigilance. Intensifier la vigilance. C'est comme si vous avez un chien bulldog qui surveille la maison. Vous partez encore acheter 4 chiens bulldog pour intensifier la sécurité. Okay. Donc, j'apprécie cette démarche du chef de l'État. Et nous autres qui aimons le Congo, nous autres qui aimons que notre État avance, automatiquement, on doit soutenir la patrouille financière. Voilà. Automatiquement. Vous savez, qu'une personne qui est contre Gilles Aligné aujourd'hui, il faut savoir, je vous dis, il faut premièrement regarder la nationalité de cette personne, vérifier. Nous allons revenir bien évidemment avec cette question de la patrouille financière. Jojo Mayeli, nous sommes arrivés à la fin. Il y a cette caméra-là il y a quelqu'un qui vous regarde derrière cette caméra, un Congolais, une maman, une Congolaise. Quel serait votre mot pour motiver, parce que nous sommes en période de crise sécuritaire, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? C'est simple. Je l'ai toujours dit, je continue à le dire. Nous sommes dans un moment où notre État est menacé. Nous sommes dans un moment où l'intégrité territoriale de notre État est menacée. Ici, je n'adresse pas un message aux mamans, aux jeunes filles, aux jeunes garçons. J'adresse un message au peuple congolais. Peuple congolais dans toutes les diversités ethniques ou tribales. L'ère n'est pas la division. L'ère n'est pas aux couleurs politiques. L'ère n'est pas aux couleurs idéologiques. L'ère est à la fédération. La fédération autour d'un homme. L'homme qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi Félix Antoine Tshisekedi? Parce que c'est lui qui a les bâtons de commandement. Le Congo n'appartient pas à la famille Tshisekedi, non plus au parti IDPS. Mais le Congo appartient aux Congolais. Donc, nous avons ce droit, nous avons ce devoir de pouvoir se ranger derrière le chef de l'État pour buter l'ennemi de dehors. Le Congo étant notre héritage à tous, nous avons ce devoir de défendre cet héritage jusqu'au sacrifice ultime. Mettons de côté tout discours qui viendra disloquer nos envies patriotiques. Mettons de côté tous les mots qui viendront pour enflammer encore cette fibre patriotique.
liguons-nous tous derrière le président Tshisekedi pour bouter l'ennemi dehors. C'est ainsi qu'on pourrait discuter de tout ce qui ne marche pas. Mais après avoir bouté l'ennemi dehors. Voilà, merci beaucoup, Jojo Maïlé, d'être passé. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Mondico Télévision. C'était là votre mission face à face. Trois sujets étaient à l'ordre du jour. Gouvernement Union nationale, quel profil? Dialogue direct entre Kinshasa et Kigali, souhaité par la présidence angolaise, mais également la reprise de la patrouille financière aux côtés de l'inspection générale des finances. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre attention soutenue. Bon, tu des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.